Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Ma fille est rentrée de l'école hier et son téléphone n'avait presque plus de batterie. Elle m'a texté en prenant l'autobus, un peu paniquée. « Maman, mon téléphone va mourir. » C'était la catastrophe. J'ai eu une discussion avec elle à son retour. Comment son téléphone pouvait être complètement déchargé après une journée passée à l'école? Comme bien des parents, je me questionne quant à l'utilisation du téléphone à l'école. Dans le cas de ma fille, qui est au secondaire, il existe bien sûr des règles. Pas de téléphone en classe sous risque de se le voir confisqué pour la journée et l'école n'offre plus le service Wi-Fi aux élèves. On le sait, le gouvernement du Québec a émis une directive ministérielle le 1er janvier. Les téléphones sont maintenant interdits en classe. C'est un bon début, mais comme bien des parents, je me demande si c'est bien nécessaire d'avoir un téléphone à l'école tout court. Selon un sondage léger réalisé il y a 1 an, 68% des Québécois s'opposent à l'utilisation du cellulaire en classe, même à des fins pédagogiques. Chez les enseignants, cette proportion grimpe à 76%. À une époque d'hyperconnectivité où tout le monde se réfugie derrière un écran, je crains l'impact des téléphones non seulement sur les apprentissages, mais surtout sur les relations sociales. Les profs le disent, les jeunes se parlent beaucoup moins qu'avant. Ils perdent leurs habiletés sociales, leur intérêt pour l'autre, leur ouverture, vous savez, le courage de faire le premier pas, d'aller vers l'autre, d'entamer une conversation. Non, mais c'est vraiment en train de se perdre. Une amie chargée de cours à l'université me disait qu'une jeune fille de 19 ans, en première année de bac, était venue lui demander, tenez-vous bien, comment se faire des amis. Mais comment s'est-on rendu là? Je me demande parfois quel regard on va jeter dans 10 ou 20 ans sur cette façon qu'on a de gérer les écrans actuellement. L'idée n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais le sentiment d'urgence face à cet enjeu ne semble pas encore bien développé. Pourtant, l'épidémie de solitude, d'isolement, d'anxiété et de problèmes de santé mentale chez nos jeunes devrait être, il me semble, un signe suffisant. Il faut que ça change. Peut-être qu'un premier électrochoc qui viendrait éveiller les consciences et frapper l'imaginaire serait de bannir complètement le téléphone à l'école. Qu'en dites-vous? Avez-vous entendu parler du défi des biscuits sur TikTok? Il s'agit d'un challenge où les parents testent le sens du partage de leur enfant, disons les enfants âgés entre 2 et 5 ans. L'idée du jeu est toute simple. À table, les parents s'installent de chaque côté de leur enfant avec 3 assiettes devant eux, chacune contenant une surprise cachée sous une serviette de table. Au compte de 3, tout le monde découvre le contenu de son assiette et un parent a un seul biscuit, l'enfant en a 2 et l'autre parent n'a rien du tout. Et c'est la suite qui est intéressante. Comment va réagir l'enfant? Va-t-il offrir son biscuit supplémentaire au parent qui n'a rien? J'ai ri en voyant la réaction de certains enfants. Il y en a qui se mettent à pleurer d'empathie pour le parent qui n'a rien, sans nécessairement penser à donner un de leurs biscuits. Il y en a qui se mettent à manger leurs biscuits sans se poser aucune question. Et il y en a d'autres qui ne font ni un ni deux et offrent un de leurs biscuits aux parents bredouilles. Bref, ce sont de petites vidéos drôles qui montrent un moment en famille. Mais voilà, ce n'est que ça. Des experts en petite enfance interrogés dans l'article du New York Times qui parle de cette tendance affirment qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ce test. Ce petit jeu non scientifique ne permet pas vraiment de savoir si un enfant est généreux ou empathique. Les experts rappellent que partager est un comportement qui se développe avec le temps, en interagissant avec d'autres enfants par exemple. Aussi, les enfants ne comprennent pas toujours bien les émotions des autres ou les conséquences de leurs gestes. Bref, dans le genre de défi montré sur les réseaux sociaux, il vaut mieux relativiser et prendre cela avec un grain de sel. Si vous voulez voir ces vidéos, elles sont regroupées sous le nom Cookie Challenge. Je ne pouvais pas finir ce balado sans vous parler du nouveau livre de la psychologue Laurie Zéphir et de la journaliste Jessica Brazo, les cofondatrices de Ça va maman, une plateforme qui traite de la santé mentale chez les parents. Le livre s'intitule « Le mythe de la mère parfaite ».
et il s'attaque à cette pression que bien des mères se mettent au quotidien. En 250 pages, à travers des analyses, des témoignages et des réflexions, les deux auteurs démontrent comment le culte de la performance, les étiquettes, les réseaux sociaux et la profusion d'informations, parfois paradoxales, nourrissent cette fameuse culpabilité maternelle. Et surtout, elles parlent de comment s'en défaire. C'est bien fait et c'est facile à lire, je vous le recommande. Le mythe de la mère parfaite est publié aux Éditions de l'Homme et il coûte 29,95 $. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.